Merci de regarder le Journal de l'Afrique sur France 24. Il est 22h43 ici à Paris, 21h43 à Niamey au Niger, où le général Tchiani a pris les rênes du pays. Le chef des putschistes justifie le coup d'État par une situation sécuritaire qui se dégrade. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté, arrestation qui intervient 2 mois après sa condamnation qui avait entraîné de violents heurts dans le pays. Les précisions dans un instant, Deli Mandao depuis Dakar. Et puis les 9e Jeux de la francophonie sont lancés, ça se passe en RDC à Kinshasa. Une cérémonie d'ouverture haute en couleur a eu lieu. Aurélie Bazaraki-Mangoula nous racontera. C'est à la télévision nationale nigérienne qu'il a officialisé sa prise de pouvoir. Le général Abdourahmane Tchiani s'est proclamé président du Conseil national de sauvegarde de la patrie. Ce même CNSP à l'origine du coup d'État militaire contre le président Mohamed Bazoum. Julien Gall. Il est le nouvel homme fort du Niger. Le général Tchiani, jusque-là chef de la garde présidentielle, s'exprime à la télévision nationale en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Le général Tchiani justifie sa prise de pouvoir avant tout par la dégradation de la situation sécuritaire au Niger. L'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays. Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités. Pour l'instant, Mohamed Bazoum ne s'est pas exprimé publiquement. Le président renversé serait toujours retenu avec sa famille au palais présidentiel et en bonne santé selon son entourage. Ce jeudi, des centaines de Nigériens étaient venus manifester leur soutien au coup de force devant l'Assemblée nationale du pays. Parmi eux, certains célébraient l'éviction du président Bazoum, qu'ils considèrent comme trop proche de la France, ancienne puissance coloniale, et dont Niamey est un partenaire privilégié au Sahel. Désormais, les putschistes mettent en garde contre toute intervention militaire étrangère et s'en prennent aussi aux hommes politiques du pays. Certains anciens dignitaires terrés dans des chancelleries en collaboration avec ces dernières sont dans une logique de confrontation en vue de l'extraction des autorités déchues. Cette attitude belliqueuse, dangereuse et périlleuse n'aura d'autre résultat que le massacre de la population nigérienne et le chaos. Aussi, le CNSP prend-il à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire étrangère. Le CNSP annonce également que la Constitution est suspendue et que l'ensemble des institutions sont dissoutes. Et inquiète de ce renversement de pouvoir, la CEDEAO se réunira dimanche à Abuja. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est le 3e pays sahélien qui, depuis 2020, connaît un coup d'État. Plusieurs chefs d'État du continent ont déjà fait part de leurs préoccupations. Caroline Lambolet. Nigérienne. Le général Abdourahmane Tchiani, nouvel homme fort du Niger. De quoi susciter des inquiétudes sur le continent. Dernière déclaration en date du président kényan. Mercredi, l'Afrique a subi un sérieux revers dans ses avancées démocratiques. La République du Kenya se joint au reste du monde et condamne avec la plus grande fermeté cet acte anticonstitutionnel qui porte atteinte à la démocratie par le biais d'un coup d'État et demande la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Même son de cloche chez la CEDEAO qui exige sa libération immédiate et l'Union africaine qui a réclamé le retour des militaires dans leurs casernes. Plusieurs voisins du Niger, dont l'Algérie et la Libye, ont exprimé leur inquiétude et leur soutien au président Bazoum. En Libye, les forces armées basées dans l'Est auraient même envoyé des renforts au niveau de la frontière. Le Bénin et le Nigeria se sont positionnés en médiateurs. Je crois que tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. Mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Les autorités burkinabées, issues elles aussi d'un putsch, se sont dites attentives aux derniers événements au Niger, tout en affirmant leur volonté d'établir une coopération plus étroite avec ce pays voisin. Écoutons à présent ces réactions de délégations africaines recueillies au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. C'était au micro de Caroline Dumais. Il faut qu'on tourne la page avec les coups d'État. Ça engenoue nos pays, ça engenoue les hommes d'affaires. Moi, je pense que c'est la gestion de
de l'armée onusienne qui n'ont rien pratiquement fait dans les pays comme le Mali, le Burkina, parce qu'ils ont fait des dizaines d'années, mais le terrorisme n'a pas fini. C'est un peu regrettable, mais c'est ce qui se passe en Afrique. Et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, c'est compliqué. Je ne peux pas dire que la Russie pourra avoir une responsabilité dans cette situation qui se passe au Niger, mais la population, tout ce que la population africaine souhaite aujourd'hui, c'est la stabilité. Et beaucoup pensent que la Russie pourra assurer une stabilité sur le continent africain. Un sommet Russie-Afrique qui s'est achevé vendredi, une réunion marquée par les inquiétudes africaines quant à l'exportation des céréales ukrainiennes, 11 jours après le retrait russe de l'accord. Le président de l'Union africaine a jugé les propositions de Vladimir Poutine insuffisantes. Sur place à Saint-Pétersbourg, Caroline Dumais pour France 24. C'est une réussite pour le président Poutine, c'est une réussite pour l'Afrique, car quand la Russie gagne, l'Afrique gagne. C'est en ces termes que le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, a conclu ces 2 jours de forum politique et économique, 2 jours de discussions très concrètes. Plus de 120 contrats ont été signés, un plan d'action de 3 ans a été mis en place pour développer la coopération économique, politique et culturelle entre l'Afrique et la Russie. À noter que plus de 23 milliards de dollars de dettes ont été effacés. Le président Poutine s'est rendu disponible, mais ça n'est peut-être pas suffisant, a continué Azali Assoumani, qui a précisé qu'il y avait encore des obstacles. L'un des obstacles, ce sont les changements anticonstitutionnels sur le continent, référence à peine voilée au dernier coup d'État au Niger. L'autre obstacle, c'est la guerre avec l'Ukraine, et là, la médiation de paix africaine entend bien faire des progrès. Donc ce forum se termine sur une note optimiste, mais avec quand même quelques points d'interrogation. Au Sénégal maintenant, Ousmane Sonko a été interpellé il y a 2 mois. L'opposant numéro 1, Macky Sall, était condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Les violences qui s'en sont suivies ont fait au moins 16 morts selon les autorités. Elie Mandao, bonjour. Vous êtes le correspondant de France 24 à Dakar et vous vous trouvez précisément devant le palais de justice. Quelles sont les raisons de cette arrestation ce soir ? Écoutez, selon les dernières informations, Ousmane Sonko est même placé en garde à vue. Des informations transmises par ses avocats, des avocats à qui on a parlé, qui nous ont détaillé les motifs de son arrestation. Alors ces motifs sont les suivants: vol de téléphone portable et appel à l'insurrection. Les faits se sont déroulés ce vendredi, de retour de la prière du vendredi. Ousmane Sonko se faisait filmer par une gendarme et il a arraché, il a pris le téléphone portable par lequel il était filmé et a demandé à la gendarme de supprimer les vidéos. Ce sont ses propos, sa version sur sa page Facebook. Et le procureur de la République a un peu emboîté le pas en publiant un communiqué il y a 1 heure pour donner la version officielle du parquet sur l'arrestation d'Ousmane Sonko. Pas seulement cette histoire de vol de téléphone portable, mais également le procureur a noté de façon globale des écrits, des vidéos ces derniers temps d'Ousmane Sonko qui, selon lui, sont des motifs de troubles à l'ordre public, mais également répréhensibles sur le plan pénal. Le procureur a instruit la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête sur des délits et crimes visant Ousmane Sonko. Son parti, le parti Pastef Les Patriotes, a réagi en demandant la libération immédiate d'Ousmane Sonko et a appelé ses partisans à se mobiliser, tout comme la coalition d'opposition d'où fait partie Ousmane Sonko, la coalition Yewwi Askan Wi, qui a également appelé, je cite le communiqué, le peuple à se mobiliser. Est-ce qu'il y a d'autres réactions justement à Dakar? Est-ce que les esprits sont plutôt apaisés dans la capitale sénégalaise? On se souvient de ces violences qui avaient marqué le pays il y a 2 mois après la condamnation. On ne pourrait pas parler d'esprit apaisé. Tout le monde est actuellement préoccupé. Dans les environs du palais de justice de Dakar, il y a quand même un calme qui règne. On a noté, on a vu tout à l'heure quand même des mouvements de forces de l'ordre, de véhicules rentrant dans le palais de justice de Dakar. On n'a pas pour l'heure d'autres informations et on est en train de suivre ce qui se passe un peu dans les environs, dans les autres quartiers de Dakar. Ce serait en tout cas la 3e affaire judiciaire impliquant Ousmane Sonko après 2 condamnations
condamnations précédemment, une pour diffamation à l'encontre du ministre sénégalais du Tourisme et une autre pour corruption de la jeunesse. Et on est en train de suivre ce qui se passe actuellement au palais de justice de Dakar pour voir la suite à cette nouvelle affaire qui concerne l'opposant Ousmane Sonko. Et on continuera de suivre ces développements avec vous, évidemment, au fil de la soirée. Elie Mindao, merci beaucoup devant le palais de justice de Dakar. 3000 jeunes, des sportifs, des artistes venus d'une trentaine de pays. Jusqu'au 6 août, Kinshasa vibrera au rythme des Jeux de la francophonie. 9e édition lancée, vous le voyez, en grande pompe depuis la capitale de RDC et son stade des Martyrs. Sur place, Aurélie Bazara-Kimbogula pour France 24. Les gradins du stade des Martyrs sont bondés, 80 000 places assises au total. Et ici, l'ambiance quinoise est au rendez-vous. Des chants en lingala ont été scandés pour accueillir la parade des 3000 sportifs et artistes venus de 36 pays. Une parade qui donne le coup d'envoi de ces Jeux de la francophonie. Alors, accueillir cette compétition, c'est un pari que se lançait Kinshasa, une capitale dépourvue d'infrastructures sportives qui répondent aux normes internationales. Des gymnases ont dû être construits, des stades réhabilités pour accueillir les 9 compétitions sportives prévues pour ces Jeux. C'est la première manifestation internationale de cette ampleur que le pays accueille. Les autorités congolaises comptent donc sur son succès pour donner une autre image du pays et peut-être faire oublier les images d'un pays en guerre, les images d'insécurité de la capitale congolaise. Le dispositif de sécurité a d'ailleurs été renforcé pour cette compétition. 4500 policiers ont été mobilisés pour ces Jeux. Ils sont appuyés par la garde présidentielle, l'une des unités d'élite de l'armée. Une cérémonie à laquelle n'a pas assisté la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La Rwandaise Louise Mushiki-Wabo a fait savoir qu'elle ne se rendrait pas aux Jeux. Une décision qui intervient dans un contexte, vous savez, tendu entre la RD Congo et son voisin rwandais Kinshasa, qui reproche à Kigali de soutenir le mouvement rebelle du M23. Ahmed Ayoub Afnaou, champion du monde du 800 mètres nage libre au Japon. Mohamed Ralil Djendoubi, l'argent au taekwondo, c'était au JO Tokyo il y a 3 ans. Des noms qui font la fierté de la Tunisie et des médailles qui donnent de l'espoir à la jeune génération. À 1 an des Jeux de Paris, Lilia Blaise et Hamdit Lili sont allés à la rencontre de ces athlètes qui rêvent d'une sélection olympique. Reportage. En plein centre-ville de Tunis, malgré la chaleur suffocante, Gofrane Belkir enchaîne les compétitions locales d'haltérophilie. Cette jeune championne de 21 ans, plusieurs fois médaillée aux championnats africains et mondiaux, rêve d'une sélection olympique. Aux Jeux précédents de Tokyo, j'avais été très frustrée de ne pas pouvoir participer, car j'avais été blessée et ça m'a bloquée pendant 1 an et demi. Mais je suis prête maintenant pour gagner une médaille et rendre fier mon pays. Elle s'entraîne avec d'autres athlètes. Kerem Benernia est l'un d'entre eux. Il est l'un des athlètes les plus médaillés dans sa catégorie en Afrique, mais il déplore le manque de moyens pour atteindre un niveau olympique. Dans les compétitions internationales, on voit clairement que les autres athlètes ont plus de soutien financier que nous. Mais nous, on a ce qu'on appelle la grinta, c'est-à-dire la rage de vaincre. Les autres ont peut-être plus de moyens que nous, mais c'est pas pour autant qu'ils ont une meilleure technique sur scène. Le sport est en effet le parent pauvre du budget de l'État, déjà asphyxié par la crise économique, et les disciplines individuelles dans le pays sont moins valorisées que les sports collectifs. Encore très peu connue en Tunisie, la lutte libre féminine est pourtant un sport où le pays a beaucoup de chances de se qualifier. Dans un hôtel de Nabeul, à une 60aine de kilomètres de Tunis, Siwar Bousseta et Khadija Gelassi exécutent des prises avec leurs partenaires. Les deux n'ont aucune difficulté à s'intégrer dans cet univers masculin. Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de préjugés. Au contraire, ça crée plutôt de la curiosité ici. Et les gens qui ne connaissent pas la discipline sont très contents de voir des femmes dans les compétitions de lutte. Le vrai frein pour ces deux athlètes reste la difficulté à obtenir des visas pour se rendre à des compétitions internationales. Nous avons de plus en plus de mal à obtenir des visas. On nous a refusé un visa pour une compétition en Espagne dernièrement. Même si l'an dernier, on avait participé au championnat du monde. Malgré ces obstacles, les rêves d'Olympiade sont bien là, inspirés par les modèles comme la lutteuse Marwa El Amri, qui en 2016 avait ramené une médaille de bronze des Jeux de Rio. Merci de votre fidélité au Journal de l'Afrique. L'aventure africaine continue sur france24.com et nos réseaux sociaux. Le reste de l'actualité internationale, c'est dans quelques minutes avec Nina Masson. Excellente soirée sur France 24. À très vite.
La planète souffre, la catastrophe climatique, on le sait, est à nos portes. Les émissions de CO2 explosent, les espèces disparaissent. Mais dans le même temps, un mouvement de masse est en marche pour rectifier le tir. Scientifiques, ingénieurs, chefs d'entreprise, leaders mondiaux ou adolescents, nous leur donnons une voix dans Élémentaire. Il y a vraiment des solutions qui sont à déployer. Élémentaire, présenté par Marina Bertsch, à voir sur France 24 et france24.com.